Bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue sur Entre deux guerres, l'émission figurine d'Entre-jeux Studio. J'espère que ce soir vous allez tous très bien et toutes très bien. Alors déjà, premier petit test, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon les amis? Parce que j'ai changé de micro, j'ai enfin un micro moderne, donc j'aimerais savoir s'il fonctionne correctement. Dites-moi en commentaire si c'est tout bon dans le chat. Ah, écoutez, je suis content de savoir que le fond marche bien. Merci et bienvenue à toi, monsieur Kezakoalt. Bon, alors ça fait un peu plus d'un mois qu'on on s'est pas vu sur cette émission, puisque on a attendu un peu des news fraîches de la part de Game Workshop, notamment pour avoir de quoi dire, parce que je peux vous parler de figurines pendant des heures et des heures et des heures, mais c'est toujours plus intéressant s'il y a quelques news games, notamment sur du 40K et AOS, et il y en a eu le week-end dernier, avec les annonces autour de l'AV4 d'AOS, mais aussi des news 40K et autres. Je pense qu'on va pouvoir commencer cette petite soirée figurine et surtout parler Wargame, hein, après tout on est là pour ça ce soir. Et bonsoir à toi Tigurius, merci de nous avoir rejoints. Allez, je vous propose qu'on commence, qu'on regarde ce que nous réserve ce mois figurine. Tada, la magie de Twitch. Voilà, la petite vignette, parce que notre long format de ce soir sera consacré à Frostgrave, la cité des glaces, la cité maudite dont tous les magiciens veulent découvrir les secrets. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence à voir ce que nous a réservé ce mois de figurines. Juste le temps, hop, pour moi de switcher proprement sur mes slides. Et me voici, me voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Alors, Monsieur Casagrande nous dit il n'y a pas de nouvelles des Umbranet, alors pas d'infos intéressantes, fin des news. Oui, c'est. Alors, Monsieur Casacolt est un grand fan des Elfes Noirs. Il n'a toujours pas fait son deuil de la disparition des Elfes Noirs et il attend leur retour. Ah ouais, mais ça viendra un jour, ça viendra un jour. C'est comme moi qui attends le retour des Imperial Children. Puisque Games nous a sorti le codex et un index, mais il n'y a rien dedans. Mais commençons, comme à chaque émission entre deux guerres, par AOS. Et on a eu les différentes annonces. Les annonces autour de la boîte V4 AOS, donc qui verra s'opposer les Scavens et les Stormcast. Stormcast qui sont les poster boys de chez Game Workshop. Donc effectivement, ils sont dans chacune des boîtes de début de saison, de version, pardon. Effectivement, alors, il y avait toute une polémique d'ailleurs autour du, du retrait d'une bonne partie de la gamme Stormcast, notamment parce qu'il y avait des gens qui avaient des figurines qui dataient de la V2 et qui n'étaient plus utilisables, ou tout du moins plus en tant que telles, puisqu'il y aura encore des profils et des possibilités de proxy dans les armées. Mais Games nous propose de nouveaux modèles, notamment des Stormcast V1 qui ont été un peu plus relookés, affinés, et ce qu'on va voir ce soir. Donc déjà on a un nouveau héros, qui est assez cool avec son épée enflammée et son côté aveugle, avec un Hound Griffon. Alors moi je suis surtout fan du Griff Hound, pardon, puisqu'on avait jusqu'à présent des figurines assez massives, assez trapues. Là il y a quand même un côté beaucoup plus oiseau, beaucoup plus fin que ce qu'on a eu précédemment sur les Griff Hound. Je propose qu'on passe à la slide suivante, puisqu'on on avait perdu beaucoup de héros, on nous en remet des nouveaux, donc notamment un nouveau héros monté qui a une certaine classe sur son griffon géant avec sa hache. La figurine est très 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 cool, je l'adore. Mais bon, c'est comme le faisait remarquer un copain la semaine dernière, c'est que c'était bien la peine de nous enlever plein de héros pour nous en rajouter plein de nouveaux. Même si, bon, ils sont très réussis. Le nouveau prêtre avec sa hache, avec son côté exécuteur, est assez stylé. Je pense que celui-là, le héros en bas à droite, on le verra dans les armées de Space Marines en tant que judicator, parce qu'effectivement il a la bonne pose, il a la bonne dégaine, on lui rajoute un backpack et ça fait un super Space Marines avec sa hache exécuteur. Il est assez cool. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi dans cette boîte, puisque nous avons un autre héros, donc ça nous fait quand même, si je dis pas de bêtises, 4 héros au total dans cette boîte. Euh, il est assez chouette, je pense que ça va être l'équivalent d'un lieutenant, de ce que j'avais compris
ce que disait Games lors de son live, ce sera l'équivalent d'un lieutenant. La figurine est assez chouette, mais comparée aux autres qu'on a vu précédemment, je la trouve un peu classique. Stormcast assez classique. Après, si c'est un lieutenant, il ne doit pas être trop chatoyant par rapport aux autres Stormcast. Ça paraît cohérent et logique. Avec cette torche à la main, il a quand même une certaine dégaine qui est pas négligeable. Je vais pas vous faire l'affront de vous remettre quand même les nouveaux Retributors qui ont déjà été montrés maintes et maintes fois sur le net. Mais on a une espèce de nouvelle unité d'élite, dont j'ai perdu le nom, mais qui semblerait être des Stormcast qui, à force d'être reforgés, ont quasiment perdu leur humanité, donc ils sont dans une espèce d'unité d'élite de combattants qui n'ont un peu peur de rien, mais qui sont à la limite d'être totalement effacés, puisque n'ayant plus vraiment d'humanité. Je trouve les figurines assez cool avec finalement leurs suivants qui sont des espèces de prêtres ou en tout cas d'assistants qui officient au niveau religieux, quoi, avec l'encensoir, la bannière enflammée. Je trouve que l'unité a un certain charme un peu paladin, vénère de Donjons et Dragons. C'est assez cool. Assez cool. Donc voilà ce qu'on avait pour les nouveautés Stormcast, puisque les attributeurs, je vais pas vous les montrer, on les a déjà vus plusieurs fois. Maintenant, moi ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est vraiment les news Scavens. Faut savoir que quand j'ai commencé la figurine, c'était à l'époque de Battle, donc ça remonte. Et je jouais Scavens. J'ai commencé avec les Scavens. Donc vraiment, c'est une armée que j'adore visuellement. Maintenant, à OS, je ne joue pas Scavens, mais visuellement, je l'adore. Et là, le nouveau Prophète Grey à pied est très chouette, très cool. Mais alors, le Seigneur Scavens à dos de espèce de rat géant bizarroïde est tellement classe. On a tous voulu, je pense, en tant que joueur Scavens à Battle, une cavalerie à dos de rat géant. On l'a avec ce seigneur qui est vraiment très très cool, qui a une bonne dégaine bien tordue, bien Scavens comme on les aime, avec son pistolet à répétition, la salame en malpierre, et même sa monture, on sent que c'est une expérience un peu douteuse du clan Mulder. Non, la figurine est assez chouette. Je pense qu'on va la voir pour des concours de peinture, même auprès de peintres émérites, parce qu'elle a vraiment une certaine classe, une certaine dégaine. Il y a moyen de travailler sur les effets de lumière, tout ça dessus. Non, c'est une très très belle figurine, et là-dessus, ils l'ont vraiment réussi. Même si le Prophète Gris est très beau, mais on l'a déjà vu à maintes reprises, lui, donc bon, Prophète Gris, c'est pas sa première occurrence. On a aussi des nouveaux Raogres. Alors, des Raogres, on en avait, mais ils étaient un peu pâteaux, les kits étaient un peu vieillissants. Là, on a de nouveaux Raogres en plastique, qui, pareil, ont beaucoup de charme. J'aime beaucoup celui avec son crochet et son masque de fer. Il a une certaine dégaine. On retrouve le fameux Raogre avec son lance-flamme intégré au bras. Pareil, qui est une figurine assez chouette, qui est assez iconique aussi. On l'a toujours vu, même à l'époque où les Raogres étaient en métal. Elle était là. Donc, non, figurine qui avait besoin d'une petite refonte et elles sont très chouettes. Très très chouettes. Et on a une nouvelle version finalement de la Gatling. Pour ceux qui ont connu la vieille figurine en métal avec les deux Scavens, dont un qui tournait une espèce de manivelle pour faire tirer les balles de Malpierre. Là, on a une espèce de canon Gatling assez fun avec tous ces tuyaux, tout ça, avec le serviteur d'armes, le servant d'armes avec son masque à gaz et tout ça, dans la plus pure tradition du clan Strike. Non, figurine, pareil, très très cool. Je pense qu'elle va être un peu grosse. Vu la dégaine et vu la taille du socle, comme ça en 2D, je dirais qu'elle est assez grosse. À voir maintenant, mais je pense elle a beaucoup de charme. Et pareil, je pense que les vieux joueurs Scavens vont se régaler, même s'il faut qu'ils vont certainement mettre à jour leur armée par chez Nouvelle Figurine. Il y a quand même de belles pièces, bien dans l'esprit Scavens. Donc franchement, très très cool. Ça fait plaisir à voir qu'ils ont bien refait cette partie-là de la gamme. Donc figurine très très chouette. Et ben Agrogro Iron T-Rex, je suis content de te voir sur ce live. Voilà en gros ce que va donner la boîte au complet. Donc boîte qu'on situe entre dans les 180-200 euros, de ce que j'ai cru comprendre. Elle contient quand même pas mal de figurines entre les nouveaux héros, la nouvelle unité de Retributor Stormcast, les nouveaux Stormcast de volant. Ça fait quand même 24 figurines, ça fait une belle base d'armée. Hein. Les Scavens aussi sont pas en reste, parce qu'il y a quand même beaucoup de Scavens hein, entre les guerriers des clans, les nouveaux Jedi, les deux héros, plus les Raogres et la machine Gatling, ça fait pas mal de matos.
Il y a le manuel du général, les cartes de deck, mais aussi on a un petit plateau de jeu qui a quand même de dessiner les zones de déploiement et les objectifs sur le terrain. Ça c'est très cool, parce que ça veut dire qu'ils intègrent quand même ce fait que on doit pouvoir prendre sa boîte, la monter et la jouer direct. Et on a aussi quelques décors. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est 4 décors, mais c'est pas mal. C'est pas mal, tu vois. On va l'acheter essentiellement pour les figurines. Mais c'est la première fois que sur ce type de boîte-là, on a du décor qui met en plus du décor plastique. Grosse boîte avec de quoi jouer directement une fois que c'est monté. Ça, c'est cool à voir. Voilà, comme je vous dis, on la situe entre 180 et 200 euros. Ça fait en bas mot entre 90 et 100 balles si vous l'achetez avec un copain. Ce qui est pas déconnant, parce que voilà, si vous êtes joueur Stormcast et que votre pote veut se mettre au Skaven, c'est le moment. Même si vous avez dit, bah, c'est l'occasion de sauter, de passer de 40k à AOS, finalement la boîte est assez intéressante et je pense qu'elle sera assez value. Là, ça va être difficile d'évaluer le point en point parce qu'on ne les a pas encore pour la V4. On a vu que les fiches d'armée changent beaucoup, les fiches d'unité changent beaucoup, les règles changent quand même pas mal, parce que déjà il n'y a plus de bravoure. Mais ouais, je pense qu'on aura une bonne base d'armée avec cette boîte, donc ça vaut le coup de l'acheter avec un pote. Si jamais, même tout seul, si vous vous êtes dit je vais faire Stormcast et Scavenge, elle va valoir le coup, cette boîte, elle est intéressante. On me dit dans le chat, c'est Iron T-Rex, 210 euros il me semble. Oui, alors peut-être 210 euros. Moi j'avais lu entre 180 et 200. 210 euros serait pas déconnant non plus, ça serait dans la fourchette de prix. Et elle resterait intéressante. Chère, mais intéressante en termes de quantité de matériel. Donc, oui, pas plus. Je pense qu'au-delà de 210, on commencera à être un ticket parce que tu fais bon. Même si c'est 45-50 balles les Stormcast, l'unité de Stormcast, voilà, quand même, voilà, faut pas non plus aller au-delà de 210, je pense que ça serait plus intéressant. Là, même 210, ça reste intéressant. Euh, le décor, c'est le genre. Et ah oui, c'est vrai que tu as raison, tu soulèves un point. Alors, Iron T-Rex dans le chat soulève le point que les décors sont le minimum pour jouer en Spearhead. Car oui, dans le bouquin de règles, ça j'ai oublié de le dire, il y aura aussi le mode de jeu Spearhead qui est l'équivalent du combat patrol à 40k. Où en gros, vous prenez votre boîte de base de la faction que vous voulez et vous avez des règles pour jouer direct avec. Vous la montez, vous jouez direct avec pour découvrir facilement les règles avec une liste d'armées définie. Donc c'est un espèce de format d'intro au jeu et elle est directement inclue dans cette boîte et justement cette boîte est taillée pour jouer en format Spearhead. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous l'achetez avec votre pote, vous la montez dans l'après-midi, vous jouez avec votre pote pour tester la V4 et vous faire quelques games. Voilà, donc non, voilà, en plus l'ajout du format Spearhead est quand même une bonne chose, ça veut dire quand même qu'ils intègrent le fait que tu veux te lancer, t'as envie de jouer de suite, tu peux. T'es un vétéran, mais tu veux acheter cette boîte-là parce qu'elle t'intéresse avec ton pote, tu peux jouer directement avec, sans passer par une nouvelle boîte, un nouveau machin. Non, tu peux jouer finalement qu'avec cette boîte-là, si t'as envie. Ce qui est assez cool. Ce qui est assez cool. Euh, J'en profite quand même avant de passer à la suite. En ce moment, il y a une promo chez MaxiRev. Donc MaxiRev, notre partenaire chez Entrejeux Studio, sur les Warhammer, sur toute la gamme Game Workshop, il y a moins 20%. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, sachant que si vous y allez et que vous envoyez un petit mail en disant que vous venez de la part d'Entrejeux Studio et notamment d'Entre-deux-Guerres, vous aurez aussi un compte VIP pour avoir des réductions supplémentaires le reste de l'année en dehors des offres promo comme là, les moins 20% sur le Game Workshop. Et en parallèle, Clément, pour ceux qui connaissent bien la chaîne Clément Madérion, qui fait toute la partie AOS et notamment les rapports de bataille du vendredi soir, lance un projet Maxi Bagarre V4 où en fait il va faire régulièrement des live peintures pour monter une nouvelle armée dans le but de faire quelque chose chez Maxi Rêve. Il vous en dira plus lors de ses lives de rapport de bataille ou même il fera un live dédié. Je vous invite d'ailleurs à suivre son actualité sur la chaîne Entrejeux Studio, puisque bon, outre ses rapports de bataille, il va vous partager pas mal de choses. Voilà, passons à la suite. Hop là, on passe à 40K. Donc 40K qui a eu ses annonces. Alors, la suite des annonces dans le week-end ont été moindres comparé à AOS, parce que bien sûr le focus est mis sur AOS avec cette sortie de la V4 et cette nouvelle boîte de démarrage, mais on n'en est pas en reste avec 40K. On nous annonce l'arrivée d'un nouveau codex Sœur de bataille. Étant un très très vieux joueur de Sœur de bataille, je crois que je joue Sœur de bataille depuis 2016-2017.
Donc j'ai connu l'époque où j'avais un index puis un White Dwarf avec des figurines en métal. Donc il y a beaucoup de conversions et beaucoup de proxy dans mon armée de sœurs de bataille parce que elle a quelques kilomètres au compteur, la pauvrette. Et du coup, on nous annonce un nouveau codex et avec l'arrivée d'un nouveau personnage assez iconique quand même chez les sœurs de bataille, la Chanoinesse avec réacteur dorsal, en l'occurrence le réacteur des Séraphim. Et je suis ravi de revoir cette figurine qui n'avait pas, en fait, elle n'avait pas d'équivalent jusqu'à présent chez Games, même à l'époque des figurines métal. Maintenant, elle en a un en plastique, donc modulaire, ça c'est assez cool. Ce serait une figurine, vu qu'en plus elle tient juste sur un pied, valait mieux qu'elle soit en plastique pour qu'elle soit un peu plus légère. On peut voir quand même qu'il y a des options d'armes pas inintéressantes, hein, notamment le pistolet lance-flamme, l'arme énergétique ou l'épée tronçonneuse. Vu la taille de l'épée tronçonneuse, je me demande même si ce ne sera pas un éviscérator. La figurine est assez cool. Je préfère personnellement la tête encapuchonnée puisque le visage de la figurine sans le capuchon et je trouve pas super bien sculpté. Je l'aime pas trop. Mais voilà, c'est l'encapuchonné, on reste dans le classique sur de bataille. Et je la trouve assez cool et ça fait plaisir le retour de cette figurine là. Ça va donner aussi des latitudes de jeu parce que jusqu'à présent on voulait un héros, on avait la chanoinesse ou les persos spé et éventuellement la palatine, mais qui est l'équivalent d'un lieutenant chez les sœurs de bataille. Donc là, on a un deuxième héros type chanoinesse, un peu type capitaine Space Marines, et c'est cool, ça va nous donner d'autres possibilités de jeu et d'autres flexibilités de jeu. Voilà pour la news Sista. J'ai pris d'autres photos. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait l'option aussi avec le masque à gaz. Et le qui est très chouette aussi, qui est vraiment très iconique des sœurs de bataille pour ceux comme moi qui ont connu les vieilles sœurs en métal. Et apparemment, il y aura une masse énergétique avec des fleurs de lys. Et ça, c'est cool, parce qu'il faut imprimer la tête des hérétiques. Voilà, avec une couve très, très sympa aussi pour le codex qui arrive. De ce que j'ai pu comprendre, c'est un codex qui arriverait dans le courant de l'été. Donc je pense juillet-août. Passons à la suite. Et avec aussi l'annonce de l'arrivée prochaine de nos amis du culte Jenny Stealer. Culte Jenny Stealer avec une couve d'ailleurs très très jolie pour leur codex, et un nouveau héros qui apparemment a pris le melon. Il a la grosse tête, disons-le clairement. La figurine est supra chouette. Supra chouette. Il y a ce côté à la fois biomécanique, humain et alien. Elle est dérangeante et en même temps jolie. Enfin voilà, elle est joliment dérangeante avec ce cerveau atrophié là, elle est géniale. J'aime beaucoup la figurine, et d'ailleurs le culte Gessler n'est pas en reste, on le verra tout à l'heure, puisque avec les annonces, il y a quand même eu d'autres figurines qui seront utilisables à 40K qui sont annoncées. Donc non, très 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 chouette cette annonce aussi, donc le culte Gessler qui va recevoir son codex prochainement en même temps que le sort de bataille, ce qui fait quand même pas loin de 9 codex maintenant dispo en 40K en cette V10, et c'est assez cool, ça veut dire que voilà, on va pouvoir avoir quelques trucs équilibrés, donc même si j'entends les joueurs custodes encore pleurer sur l'arrivée de leur codex dernièrement, qui est pas fameux, mais avant vous étiez trop fort et trop pété, donc il fallait bien vous rééquilibrer. Voilà, j'attends le codex Eldar en espérant qu'ils aient un nerf, parce que les Eldar c'est trop fort, mais je m'égare. Passons à la suite, hop là, avec c'est pas du 40K, c'est du 30K, mais l'annonce du Mechanicum en plastique pour Horus Heresy. Je sais, c'est du Horus Heresy, c'est pas du 40K, pourquoi je le mets en 40K? C'est pour les figurines. Bon, déjà, la boîte est value. Il y a quand même un gros char, il y a tout ça. C'est une boîte qui va coûter assez cher, mais il y a de quoi faire à l'intérieur. Et si vous êtes un joueur 30K, bien évidemment, vous êtes ravi comme tout, parce que vous allez avoir enfin du Mechanicum en plastique. Parce que le Mechanicum, c'était comme la Solar Oxia, c'était une armée, si on voulait la faire à Horus Heresy, ça coûtait un rein. Là, déjà, ça va la rendre plus accessible. Mais les figurines sont totalement utilisables à 40K. Le héros pour 30K, pour le Mechanicum, il va pas jurer dans une armée 40K du Mechanicum. Bien au contraire, il est vraiment dans l'ADN de l'armée Mechanicum. Et en plus, la figurine est assez cool avec son bâton. Son bâton, on n'a jamais vu des bâtons comme ça pour le Mechanicum, et je le trouve assez chouette avec ses jambes arachnoïdes là. Il est assez cool, et je pense qu'on le verra à 40K en figurine de héros. Pareil, les deux robots castellans, on va les voir aussi à 40K. Le char, c'est un peu moins sûr. Le char est très beau,
mais je pense pas qu'on le verra à 40K. Il y a peu de chances même qu'on le voit à 40K, mais le Castellan, ouais, non, les Castellans, on va les voir parce que si vous en jouez plusieurs dans une armée, des robots en 40K, ceux-là vont pas jurer avec les autres et feront un très bon compromis, un très bon un très bon proxy de ces robots, des robots classiques, tout en changeant un peu au niveau du visuel pour pas avoir une redondance de petits robots. Ah, Iron T-Rex nous dit dans le chat, ou le petit doigt du héros Mechanicum qui va se casser rien qu'en le regardant. Oh oui, non, il y a des chances, il y a des chances, ça va être fragile, je le sens bien aussi. Oui, on a l'habitude. Le personnage qui pointe son doigt et qui au bout de 2 parties n'a plus de doigt. On la connaît tous celle-là. Toujours dans le cadre du Mechanicum, on a ces nouvelles créatures finalement du Mechanicum qui font, soyons honnêtes, qui font de très très bons Skitarii, espèce de zombies du Mechanicum. Ils font de très très bons Skitarii pour vos armées. Voilà. Même si franchement à 30K ils vont être top. Hein. Moi je pense que j'ai hâte d'en voir sur les tables de jeu pour les voir en vrai parce que les figurines ont l'air assez cool. Mais non, ils joueront pas tout pareil. Hein. Si vous voulez faire d'autres robots aussi Castellan pour votre armée du Mechanicum, les robots en bas joueront pas. Hein. Vous pourrez les utiliser également. Donc voilà, il y a quand même cette porosité depuis l'annonce de la Solar Oxia en plastique entre 40K et 30K pour la réutilisation de figurines. Pour les gens qui aiment les figurines mais qui veulent pas jouer 30K, ce que je peux comprendre complètement, et les figurines qui sortent sont complètement utilisables et ça c'est assez cool parce que ça segmente pas le Horus Heresy qui a son coin à lui. Et puis même, à force d'acheter quelques figurines pour ajouter à son armée, agrémenter, changer un peu le design, ça peut amener des joueurs à s'intéresser un peu plus à l'Horus Heresy parce qu'ils ont quelques figurines et à vouloir le tester et ça amènera peut-être d'autres joueurs justement vers l'Horus Heresy, ce qui pourra agrandir la communauté, ça serait cool. Voilou. Pour la partie 40K, ouais, je l'avais dit, je serais un peu rapide dessus parce que c'est vrai que les annonces n'ont pas été aussi fortes et importantes qu'à 40K. Et avant de continuer, je m'arrête 2 secondes sur le message de Navette. Hello, aussi, est-ce que les stats des figurines 30K sont compatibles avec 40K? Ah ben non, mon cher Navette, bonne question, mais non, ce n'est pas compatible, puisqu'en fait, 30K se base sur les règles de Warhammer 40 000 V7, et depuis la V8, on a complètement changé le système de règles de 40K, donc les deux systèmes ne sont pas interchangeables, puisque c'est vraiment deux systèmes différents. Cependant, tu vas pas être perdu, hein. Au niveau des jets de dés, des stats des volumes de dés à lancer, on reste sur quelque chose de sensiblement pareil. La grosse différence, c'est que tu as des caractéristiques à comparer à 30K, où tu vas comparer par rapport à des tableaux pour toucher, pour blesser, tout ça. Là où à 30K, là où à 40K, pardon, les valeurs sont plutôt fixes, c'est-à-dire qu'une figurine va toujours toucher à un certain seuil avec un type d'arme, et etc., etc. Il n'y a que la force et l'endurance qui se comparent encore de l'un à l'autre. Mais sinon, non, les règles sont vraiment différentes. Les lignes de vue, le moral, tout ça, ça change beaucoup de choses. Voilà, c'est justement tout le passage V7, V8 qui a fait ce gros changement à 40K. Pour en revenir à la suite de notre série, puisque j'espère. Si tu as d'autres questions, Navette, n'hésite pas, je les répondrai dans le chat, il n'y a aucun problème. En espérant t'avoir répondu correctement à ta question, avoir bien compris ta question. Excusez-moi. Et on va passer à la suite, on va passer à Conquest. Conquest, on vous en a parlé dans l'entre-deux-guerres précédent, donc si le jeu vous intrigue tout ça, n'hésitez pas à aller voir la rediff sur YouTube. De toute façon, l'émission de ce soir aussi sera en rediffusion sur YouTube. Mais entre notre émission de la dernière fois, où le long format c'était concentré sur Conquest, là, il y a eu des annonces de sortie, et qui sont vraiment très chouettes. Donc déjà, on a un nouveau titan, le Talos, pour les City of State, donc une des dernières armées sorties pour Conquest. C'est un titan, donc c'est un géant, et quand je dis un géant, il fait grosso modo 17 cm, hein, 17-18 cm, donc c'est un gros bébé, une très grosse pièce, et il a un certain charme. D'ailleurs, dans le background, il est dit que on sait pas trop d'où viennent les Talos, du fait de leur corps mécanique, tout ça, les cités-états, donc cités-états, design un peu design Grèce antique, hein, savent pas trop d'où ils sont issus, contrairement aux autres titans qui, eux, bah, c'est les Héphaïstianes, et l'autre, je n'ai perdu le nom, mais voilà, ils sont très typés dieu de la forge et tout ça. Eux, les Talos, ils savent pas d'où ils viennent.
Par contre, les autres titans les respectent énormément, leur montrent beaucoup de respect. Et en termes de gameplay, on se dirigerait plus sur un titan, certes, de combat, mais surtout qui va un peu diriger, voire coordonner ce qui se passe sur la table, et diriger, coordonner les autres titans. Voilà, de ce qui est dit dans le background, on se dirigerait vers ça. Voilà, quelques photos en détail, on voit quand même que la figurine est grave détaillée, le bouclier et même l'armure, on voit les détails sur l'armure, la figurine elle est top top top. Je pense pas qu'elle soit très compliquée à peindre malgré les détails, puisque bon, ça reste une grosse pièce. Et bon, bah, on reste sur du spartiate, hein, donc on va faire de l'armure en bronze et en argent, assez classiquement, mais elle est très très belle, et les détails sont très 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 chouettes. Shishibaba qui nous dit Thanos président. Oui, effectivement, oui, il y a un petit côté Thanos à la Marvel, je suis d'accord avec toi. Et Iron T-Rex qui nous dit rejoignez-nous pour la conquête d'Ea, c'est bien du fun. Oui, je te confirme, on a fait une partie avec Iron T-Rex le week-end dernier sur Conquest, donc c'est Wadrun, donc les orques de l'univers de Conquest, versus Medwagon, donc les nains de l'univers de Conquest, sachant que lui, les orques chevauchent des dinosaures. Donc il avait un T-Rex et un Brachiosaure contre mes nains qui chevauchent des dragons qu'ils ont asservis. Pour donner un ordre d'idée un peu, ça reste dans les carcans connus du fantastique tout en s'en affranchissant sur plusieurs aspects, ce qui rend l'univers assez unique. Et du coup, bah, un combat entre un dragon, un rejeton de dragon asservi versus un brachiosaure avec un orque énervé dessus, c'est assez rigolo. Poursuivons toujours sur Conquest, puisqu'il y a eu d'autres news qui sont sorties hier, m'obligeant d'ailleurs à revenir sur ma présentation hier en fin de soirée. Ah, notre version avec le casque, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est les annonces pour les spires. Les spires qui, dans l'univers de Conquest, sont des elfes. Mais c'est des elfes pas très gentils et pas très sympathiques, puisque ce sont des extraterrestres qui sont arrivés à l'époque où il y avait que les dragons sur la planète, et qui ont un pouvoir, c'est la biomancie, donc ils font joujou avec un peu de la matière vivante et créent des corps de synthèse, tout ça. Et voilà qu'on a des nouvelles entrées pour ces corps de synthèse, puisque les mecs ne vont jamais sur le champ de bataille personnellement. On a la Léoline Pride, qui est une espèce de créature mi-sphinx, mi-manticore, et qui est un héros, c'est un chef d'armée, c'est un chef d'armée qui du coup est ce qu'on appelle une brute dans le jeu, donc les unités un peu de cavalerie ou de petits monstres, de monstres moyens. Et comme on peut le constater, ça sera une archère. D'ailleurs, ça s'annonce assez violent, puisque c'est des archers qui bougent bien et tirent plutôt bien aussi. Ça risque de piquer, puisqu'en plus elle ne vient pas toute seule en tant que héros, elle vient aussi avec son unité dédiée, les Léonines Avatara, qui sont pareil assez cool. Les sculptes sont magnifiques, je vous laisse regarder à l'écran. Les sculptes sont magnifiques et on sent bien le côté j'ai fait muse mais je veux un truc esthétique. Voilà, je suis assez fan de par rapport aux premiers spires et aux premières figurines dites des clones, donc les premiers petits avatars dont se servent les spires. Celles-là ont vraiment évolué en termes de sculpture et je les trouve extrêmement chouettes avec leurs arcs, avec des détails, parce qu'on voit qu'il y a des morceaux de colonne vertébrale qui leur servent au niveau des arcs. Non, les figurines sont assez cool et on a un design vraiment particulier et en même temps pas flippant, mais un peu dérangeant. On dit, il y a un truc qui va pas, c'est le syndrome de la vallée de l'étrange, je crois que c'est ça le terme. On sait que c'est pas humain, mais en même temps, il y a quand même des postures, des trucs un peu qui font penser à de l'humain, un peu sur les bords. Voilà, donc j'aime beaucoup, elles sont assez cool et elles sont assez classe, et ça s'annonce de très belles figurines. Nous a rejoint Ben Illustrateur, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Chichi Baba qui nous dit les variantes léonines sont de la cavalerie classique en termes de jeu. Oui, tu as raison, c'est pas des brutes, c'est de la cavalerie classique, tu as raison. Elles n'ont pas le mot-clé brut dans leur mot-clé, effectivement. Je l'avais oublié, tu fais bien de me le rappeler. Maintenant que nous avons fait le petit tour sur Conquest, je vous propose que nous passions à la suite sous la forme de notre long format. En l'occurrence, ce soir, comme je vous l'avais annoncé en intro, nous allons parler de Frostgrave. Alors, Frostgrave, c'est un jeu de Joseph McCulloch,
c'est un de mes auteurs de jeux de figurines, de wargame préférés. Il faut savoir que je crois que j'ai la quasi-totalité de sa biblioludico-graphie. Hein, mon appartement, ma bibliothèque est en grande partie dédiée à lui avec les jeux Osprey Game, hein, parce qu'il est édité en Angleterre par Osprey Game. Et j'ai beaucoup de bouquins de jeux de lui et les suppléments qui vont avec. Comme je vous disais, Frostgrave est édité en Angleterre par Osprey Game. En France, il est édité par Studio Tomahawk et distribué très récemment par Légion Distribution. Alors, Frostgrave, qu'est-ce que c'est? Frostgrave, déjà, c'est un univers d'Heroic Fantasy. Mais c'est tout. Je vous explique. Le speech de départ, c'est Frostgrave, c'est une cité qui était d'une civilisation hyper avancée, qui s'est cassé la binette, on ne sait pas pourquoi, qui s'est retrouvée emprisonnée dans les glaces et perdue. Les glaces sont fondues, la cité est réapparue avec toutes les mystères de cette ancienne et grande civilisation, et il y a des magiciens qui ont décrété qu'ils allaient y faire un tour pour y découvrir les secrets. Point barre. On n'a pas d'éléments autres de lore plus que ça dans le bouquin de base, et c'est voulu. C'est un jeu qui n'a pas de figurines dédiées, même si North Star Miniature, qui est une marque britannique, c'est un peu associé avec Osprey Game pour faire des figurines en lien avec le jeu, c'est pas forcément les figurines dites officielles estampillées, machin, si vous les jouez pas, il va vous manquer des trucs. Non, Frostgrave, ça a toujours été un jeu qui se veut, vous prenez des figurines d'Heroic Fantasy que vous avez chez vous, vous les posez sur la table, vous jouez avec. C'est d'ailleurs le premier du genre, là on est à la seconde édition de Frostgrave, et c'était dit comme ça dès la première édition. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs, et s'est mis derrière les Rangers, les Stargrave, même Mars Code Aurora finalement est un peu un parent spirituel de Frostgrave, de par cet aspect-là, c'est vous avez des figurines chez vous, d'Heroic Fantasy, vous les prenez, vous montez votre table, vous jouez. La seule, on va dire, carac un peu particulière, c'est il faut qu'il y ait une logique dans vos socles et un peu dans votre échelle. C'est sûr que si votre sorcier est grand comme ça, et vos guerriers grands comme ça, il y a un petit souci. Mais voilà, il faut que vos socles aient une logique. Généralement, ils préconisaient à l'époque des socles de 25, donc soit des petits socles de carré, soit des petits socles de rond, je vais trouver le mot. Mais pareil, si vous voulez mettre votre héros sur votre sorcier sur un socle de 32, vous pouvez. Un socle de 40, vous pouvez aussi, mais je vous le déconseille, parce que souvent les socles de 40 sont réservés aux monstres, parce qu'on vous voit de loin sur un socle de 40. Donc voilà pour Frostgrave. Donc, magiciens qui vont faire un joujou dans une cité de glace pour trouver des parchemins, c'est ça le postulat de départ. Vous avez des figurines, vous voulez mettre sur la table, vous pouvez. Voilà. Et c'est là toute la force du jeu. C'est-à-dire que vous n'avez pas. Le bouquin de Frostgrave coûte dans les alentours de 25€. Vous allez voir, pourrez prendre le bouquin de base, jouer et faire plein de parties avec. Limite, si vous voulez pas acheter les autres suppléments, vous pouvez, il se suffit à lui-même. Vous avez des figurines AOS à la maison, vous avez des figurines Conquest à la maison, vous avez, je sais pas, des figurines Warcry, et genre, King of War, ou que sais-je, vous pouvez les utiliser. Et c'est ça qui est vraiment très très fort avec ce jeu, puisque voilà, pas besoin de surinvestir dans du matos. Maintenant, comment qu'on y joue? Parce que là, je vous ai vendu le truc comme quoi vous payez pas cher, vous pouvez jouer direct du moment que vous avez des figurines et des décors, parce qu'il faut quand même quelques décors. Mais comment qu'on joue? Et bien Frostgrave, c'est un jeu qui se joue simplement, puisque c'est un jeu qui utilise le D20. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 D20. Au pire du pire du pire, je crois qu'il vous en faut 2 des D20. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes rôliste, des D20, vous en avez un bon paquet à la maison. Si par contre vous en avez pas, ça coûte 1€, un D20. Ce qui devrait relativement le faire. Alors pourquoi ce choix du D20? Parce que dans Frostgrave, vos stats, c'est comme en jeu de rôle. Vous voyez à l'écran, vous avez les stats du mage débutant. Donc en gros, votre personnage sur map. Il y a le mouvement, le corps à corps, le tir, l'armure, la volonté, la santé. C'est tout ce qu'il y a comme caractéristique. Et c'est pareil pour toutes les figurines du jeu. Il n'y aura jamais plus de 6 caracs. Et quand vous devez faire un test de caractéristique, quel qu'il soit, vous lancez un D20, vous associez la caractéristique à utiliser, donc tout simplement le C si c'est le combat, le T si c'est le tir, ou le V si c'est un sort, parce que c'est la volonté. Et vous allez avoir un résultat qui doit être supérieur ou égal au seuil de difficulté. Et le seuil de difficulté, c'est soit
l'armure du mec que vous essayez de taper, soit la difficulté du sort, donc qui dans sa règle a un seuil de difficulté, ou une action qui dans le scénario peut être entreprise et qui a un seuil de difficulté. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, c'est comme en JDR, vous lancez un dé 20, vous associez la caractéristique, et vous devez faire égal ou plus à la caractéristique de l'action que vous souhaitez entreprendre. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est simple, et finalement, on va retrouver des sensations proches du JDR, parce que votre mage, là vous avez les stats du mage débutant, c'est-à-dire que dans une partie / une campagne, puisque le jeu est quand même pensé pour être joué en campagne, vous commencez tous avec le même magicien. Il a les mêmes stats, il sort de son école de magie, et je pars à l'aventure au compagnon, voilà, et il aurait mieux fait de rester à rempailler des chaises en bois. Mais passons. Donc voilà, votre mage, vous commencez tous avec les mêmes stats, et là où ça va jouer, c'est quand vous allez, au fur et à mesure des parties, votre mage va gagner de l'expérience et vous pourrez le customiser. Et on n'en est pas encore là, j'y viendrai juste après. Votre mage, il ne va pas partir à l'aventure tout seul. Il commence la partie avec 400 couronnes d'or, qui est un peu le coup en point du jeu, qui vont lui permettre plusieurs choses. La première, c'est de recruter un apprenti. L'apprenti, c'est ni plus ni moins que votre mage avec des stats inférieures. Voilà. Mais il est, sinon, sur tous les aspects, au début, avec l'équipement et les sorts, il connaît les mêmes. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que quand votre magicien évolue, apprend des nouveaux sorts, baisse la difficulté des seuils de difficulté de ses sorts, ou augmente ses caractéristiques, celle de l'apprenti augmente dans le même temps, puisqu'en fait, c'est vraiment son apprenti, il le forme sur le terrain et en dehors du terrain pour que ça devienne un mage accompli. Donc, vous achetez votre apprenti, mais vous allez acheter aussi ses compagnons d'armes. Les compagnons d'armes, il ne peut pas y en avoir plus de 8 sur la table, il ne peut pas y avoir plus de 8 compagnons d'armes, et seulement 4 peuvent être des héros, ce qu'on appelle spécialisés. J'y viens juste après. Les héros spécialisés, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, il y a deux colonnes à droite, soldats et soldats, mais une plus petite et une plus grande. La plus petite, c'est les soldats de base. C'est les brigands, les voleurs, les chiens de guerre, les fantassins, les hommes d'armes et les apothicaires. Comme leur nom l'indique, ils vont avoir des petites règles en plus ou des petits équipements en plus, mais les stats, après, les stats, elles ne vont pas changer outre mesure. Enfin, ils ne vont pas avoir les mêmes stats tous ensemble. Attention, mais ils vont avoir le même 6 poules de caractéristiques, donc au niveau des tests, c'est simple. C'est juste qu'ils vont avoir des petits équipements en plus ou des petites règles en plus. Et en bas, vous allez avoir les soldats dits spécialisés, donc les archers, arbalétriers, chasseurs de trésors, chevaliers, templiers, rangers, barbares, et j'en passe. Eux, par contre, sont limités au nombre de 4. Vous ne pouvez pas prendre plus de 4 soldats spécialisés dans votre équipe. Donc sur 8, va dire 8 servants suivants de votre magicien, seulement 4 pourront être un peu des soldats d'élite, finalement. Le reste devra être du grouillot. Sachant que vous n'avez que 400 couronnes à dépenser, et un barbare, ça coûte 100 couronnes. Donc c'est assez cher. Donc quand vous commencez l'aventure, vous aurez plus de mecs de base que de soldats spécialisés. Maintenant, au fur et à mesure de l'aventure, vous pouvez congédier certains de vos suivants pour en recruter d'autres. Et ces autres suivants peuvent être finalement meilleurs ou plus puissants, sachant que la règle des 8 compagnons et maximum 4 soldats spécialisés s'applique tout au long de la campagne, tout au long de vos parties. Donc en fait, vous pourrez améliorer vos soldats, mais dans la limite de 4. Mais c'est pas la seule chose. On a nos suivants, on a tout ça, mais on a aussi un magicien quand même. C'est pour lui c'est lui lui c'est nous sur la map. Donc on va le customiser, on va le pimper. Et dans le livre de base, voilà l'ensemble des écoles de magie qu'il peut suivre. Chronomancien, élémentaliste, enchanteur, illusionniste. Je ne vais pas vous faire toute la liste, je vous la laisse à l'écran. Il y en a quand même un bon paquet, il y en a une dizaine. Sachant que quand vous choisissez une école, cette école va vous ouvrir l'accès à des écoles alliées, des écoles neutres, et on va dire des écoles ennemies. Sachant que votre sorcier va connaître une dizaine, 10 sorts, mais un certain nombre, 3 doivent être de son école qu'il a choisie. Et ensuite, le reste, c'est école alliée, neutre et ennemi. Il doit connaître des sorts de ces autres écoles, sachant que ça augmente les seuils de difficulté de lancer ses sorts, puisque ce n'est pas son école initiale, donc il va avoir plus de difficultés à lancer ses sortilèges. Donc il faut éviter de prendre des sorts un peu trop balèzes dans une école neutre, puisqu'il y a un malus de plus 4 au seuil de difficulté pour réussir le sort.
Donc voilà, donc là vous pimpez votre sorcier au niveau de ce qu'il sait faire en termes de magie. Si vous pouvez pimper son équipement en début d'aventure, vous aurez assez souvent votre bâton et votre épée, peut-être une corde et puis c'est marre, puisque vous êtes un jeune magicien qui part à l'aventure, ou une jeune magicienne. Donc voilà, donc on va pimper son héros comme en jeu de rôle pour qu'il démarre son aventure avec ses compagnons, son apprenti et ses petits sorts. Maintenant, à chaque fois que vous allez faire une partie, à chaque fois que vous allez découvrir des trésors, combattre des monstres, ou réussir à lancer des sorts, que ce soit vous ou votre apprenti, vous allez gagner de l'expérience. Dans Frostgrave, seul le sorcier gagne l'expérience. Les soldats qui l'accompagnent ne gagnent rien en termes d'expérience, ils ne peuvent pas évoluer. L'apprenti, lui, évolue, mais parce que c'est le sorcier qui évolue, et du coup, comme les stats de l'un et de l'autre sont collés, s'il y en a un qui évolue, l'autre le suit. Voilà, mais il n'y a vraiment que le sorcier qui est le magicien qui peut évoluer, et il peut augmenter ses caractéristiques jusqu'à un certain seuil, apprendre de nouveaux sorts, euh, et il peut baisser la difficulté de lancement des sorts. Bon, il y a quand même des plafonds à pas dépasser, c'est-à-dire que la difficulté pour lancer un sort, c'est au mieux une difficulté de 5 pour lancer un sort. Sinon je vous jure, le sorcier, il lancerait des boules de feu comme on lance des bonbons. Et pour l'avoir fait en première édition, c'est vite pénible pour vos adversaires d'avoir un sorcier qui balance des boules de feu comme des bonbons. Donc voilà, on va le pimper après chaque partie grâce à l'expérience qu'il va gagner, sachant que quand même, il peut lui arriver des bricoles. S'il vient à mourir sur le champ de bataille, il faudra lancer des dés pour savoir ce qui lui est arrivé, s'il a survécu, s'il est blessé, s'il perd des stats, tout ça, à cause de ses blessures. Idem pour l'apprenti. Les soldats peuvent avoir aussi des blessures incapacitantes, voire même mourir, mais c'est tout ce qui peut leur arriver. Ils ne pourront pas gagner d'XP. Sachant que, règle rigolote, arrivé à un certain niveau, si votre magicien meurt, vous n'êtes pas obligé de recréer un perso. C'est l'apprenti du magicien qui reprend sa quête à sa place. Donc si votre magicien est arrivé niveau 5 et qu'à la partie suivante il décède, ce sera son apprenti qui prendra la relève. Je trouve ça assez rigolo et assez original. Bon, vous allez galérer un peu parce que comme les stats sont en dessous pour l'apprenti, il va ramer un peu parce qu'il ne sera pas encore au top niveau. Mais dans ce jeu, dans les parties et tout ça, on va gagner des trésors et des trucs comme ça, qui peuvent être aussi bien de l'argent que des parchemins et autres. Donc là, plusieurs solutions. Soit vous gagnez de l'or et vous le dépensez pour acheter de nouveaux soldats, pour acheter de l'équipement au marché noir et autres, ou vous gardez des trésors que vous avez découverts qui peuvent vous être utiles, donc des armes enchantées, des armures enchantées, que vous pouvez donner à vos gars, hein, quand même. Les mecs qui vous accompagnent, ils peuvent avoir des armes enchantées et des armures enchantées, et ça, ils ont complètement le droit. Bon, ils peuvent pas évoluer, mais au moins, ils ont une jolie épée qui clignote. Mais votre sorcier, voilà, il peut revendre certains objets magiques, il peut en acheter d'autres, il peut se pimper par ce biais-là, et en fait, au fur et à mesure que la campagne et les parties s'enchaînent, parce que vous pouvez faire une campagne scénarisée comme enchaîner les parties avec vos potes, pour faire évoluer au fur et à mesure vos magiciens, il va se modifier, il va changer comparativement aux stats de début qui sont pareils pour tout le monde, bah, vous allez pouvoir encore plus pimper votre sorcier. La campagne que j'avais fait à l'époque à Montpellier, donc ça remonte maintenant à quelques années en arrière, sûrement sur la première édition de Frostgrave, on avait fini la campagne, moi je jouais un sorcier qui était en fait un ancien seigneur du mal qui essayait de retrouver sa puissance. Oh, on a fini la campagne, mon sorcier lançait des boules de feu comme on lance des bonbons, se battait avec une épée enflammée magique qui découpait des barbares sans sourcilier, et il ne pouvait pas prendre de tir de flèche tellement il était armuré, et au corps à corps il se faisait des one-one avec des templiers. Voilà, c'était devenu Sauron le machin. Clairement, ils s'y sont mis à 4 pour l'abattre, et d'ailleurs, ça ferait un très bon début de jeu de rôle, puisque le chronomancien s'est sacrifié en arrêtant le temps pour le tuer. Voilà, puisque, je fais le parallèle avec ça, dans ce jeu, quand un sorcier lance un sort, il peut sacrifier certains de ses points de vie pour réussir à lancer son sort, quand même. Chaque point de vie qu'il perd, jusqu'à un certain niveau, peut lui permettre d'atteindre le seuil pour lancer le sort, sachant que ça peut aussi lui coûter la vie. Donc je vous laisse imaginer le chronomancien qui a tout donné pour tuer mon seigneur du mal et est mort en le faisant. On a un bon début de film d'Heroic Fantasy ou de jeu de rôle. J'en profite pour faire un tour sur le chat. Faut dire que le sorcier est le seul vrai magicien. Si tu le dis, ouais, que je veux bien te croire, et salut à toi.
Et c'est comme dans le jeu PC Battle Brother. Alors je ne vois pas, je ne connais pas ce jeu, je suis désolé Wag, je veux bien que tu m'en dises un peu plus. Donc voilà, donc je vous ai un peu dépeint les possibilités de personnalisation de son héros et de sa bande. Je vous ai dépeint aussi le jeu, puisqu'en fait quand je vous ai dit il faut lancer un D20, ajouter la stat et faire plus égal ou plus que le seuil de difficulté, je vous ai résumé tout le jeu, hein. Donc pour dire à quel point le jeu est simple. Là où il va avoir sa complexité et en même temps sa richesse, c'est sur les possibilités de personnalisation et de customisation de sa bande. Euh, le jeu vraiment là-dessus est une mine d'or. Là je vous montre quelques figurines, bon, c'est des figurines de North Star miniature du coup. Vous voyez, au niveau de diversité, il y a de quoi faire, hein. Je vous ai mis des photos côte à côte. On a du très classique, comme un mix un peu jamaïcain, Amérique du Sud. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Euh, et le jeu est suffisamment classique pour utiliser n'importe quelle figurine, de n'importe quel univers. Simple pour que les stats, le jeu soit facile à comprendre. Finalement, je vous ai expliqué, alors je pourrais vous expliquer aussi les actions, les tours, tout ça, mais là aussi, c'est, comment dire, c'est intuitif. Vous jouez, vous lancez un dé pour savoir qui a l'initiative ce tour. Vous activez votre magicien en premier. S'il a des gardes, des suivants à côté de lui, il va les activer en même temps. Vous avez deux actions. L'une d'elles doit être un mouvement, et après le reste, c'est lancer des sorts, tirer, faire une action, rebouger, vous battre au corps à corps. Voilà. Fini. On a expliqué les règles, voilà. Après, il y a des subtilités pour grimper, pour effectivement nager éventuellement, ou certains éléments avec les obstructions de tir, mais c'est quelques pages. Donc vraiment, même pour ça, vous voyez, en 5 minutes, je vous ai expliqué comment se joue un tour. Bien sûr, vous activez votre magicien, c'est à votre adversaire d'activer son magicien. Vous activez votre apprenti, il active son apprenti, et après, chacun à son tour, à tour de rôle, active ses soldats, fait ses deux actions, et puis voilà, le jeu est très fluide. Et en fait, là, je vous l'explique très résumé, mais je vous mets un plateau sur la map, même sans même vous mettre un plateau sur la table pour vous faire jouer. Vous achetez, vous prenez le bouquin, vous le feuilletez, vous allez voir que vous avez compris les règles en 5 minutes. Vraiment, là où le cœur du jeu réside, c'est sur sa customisation et sa personnalisation de personnage. En fait, il est là pour vous faire kiffer vos livres d'Heroic Fantasy, vos jeux vidéo ou même vos parties de JDR en réel sur table. Vous avez vraiment physiquement la vision de votre héros sur une map qui est votre représentant, vous avez customisé avec amour et qui va aller chasser du trésor et du monstre. D'ailleurs, les monstres, on en voit à l'image, puisque le jeu est joueur contre joueur, mais quand vous commencez à vous taper sur la gueule dans une cité maudite, vous faites du bruit. Ça attire des monstres. Donc vous avez des monstres errants qui peuvent intervenir. Les monstres errants ont un pattern qui est un tableau où vous lancez un D20 et c'est assez logique. Il voit un truc, il tape le truc. Il a une arme de tir, il voit un truc, il tire dessus. Il voit rien, il va s'avancer là où il y a le plus de bruit. Fin de l'histoire, hein, voilà. Mais du coup, vous avez différents monstres, et ça c'est assez rigolo, puisque vous pouvez tout aussi bien faire apparaître un lapin tout mignon, comme un géant des glaces un peu vénère que vous avez dérangé pendant sa sieste. Voilà, et tout ça c'est dans le bouquin de base, hein. Là, ce que je vous parle, c'est que le bouquin de base pour l'instant. Euh... Alors, Iron Thérèse qui me dit Battle Royale est un jeu où tu diriges une bande de mercenaires, c'est pas facile mais très chouette. D'accord, bah, je ne connaissais pas du tout. Ouais, j'y viens sur le mode solo. Parce que oui, là je vous ai résumé le livre de base. Je vous ai dit, vous voulez jouer avec vos potes sans vous prendre la tête avec votre magicien, vous prenez vos figurines, vous jouez avec vos quelques décors et tout ça. Le bouquin, 25€, bim bam boum, vous n'avez pas besoin de plus. Maintenant, si vous voulez approfondir le jeu, vous pouvez. Vous pouvez parce que il y a pléthore de suppléments qui sont sortis avec des campagnes scénarisées en joueur contre joueur comme comment s'appelle en mode coop. Le réveil du Seigneur Lich est typiquement en mode coopératif. Donc là, vous vous battez pas avec vos copains, vous vous battez ensemble, côte à côte. Sachant que bien sûr, les monstres du coup ont un pattern avec un tableau, mais il est dans le bouquin, et c'est vous lancez un D20, il va agir, et c'est de l'agissement logique, il voit, il tape, il voit, il lance un sort, enfin voilà, c'est logique. D'ailleurs, le réveil du Seigneur Lich est d'être mon supplément préféré, parce que il dure assez longtemps, vous pouvez commencer avec votre magicien débutant, et aller jusqu'au niveau 10 de mémoire sur la même campagne. Il y a aussi un mode solo, comme l'évoquait Wag, c'est celui de mémoire, c'est dans la fosse, c'est le mode solo, où là justement, en fait, votre magicien se bat seul contre les défis que représente
le monde de Frostgrave et les ruelles maudites de la cité. Donc voilà, il y a un mode solo qui vous permet de jouer et de faire évoluer votre personnage comme ça, et de vivre une aventure un peu comme dans un livre vous êtes le héros, puisque pareil, là aussi, les monstres et les aventures suivent un pattern, où vous allez juste lancer un dé, et ça va avoir des effets, un peu comme dans Ranger d'ailleurs. Pour ceux qui ont écouté mon format il y a quelques mois en arrière sur Ranger Shadow of Deep, donc qui est le petit frère de Frostgrave, c'est le même auteur. Il y a ce côté, voilà, les monstres s'auto. Il y a une IA pour les monstres qui est assez simple, et vous pouvez jouer en solo si vous le souhaitez. Donc là, c'est 2 des suppléments. Et il y en a d'autres. C'est Ténèbres Hostiles, voilà. Le mode solo, c'est dans Ténèbres Hostiles. Donc voilà, si vous voulez vous faire un kiff, Ténèbres Hostiles vous donne les moyens de faire le mode solo sur n'importe quelle campagne. Alors, certaines, ce sera un peu plus compliqué à adapter, mais en général, Ténèbres Hostiles vous donne les outils pour faire n'importe quel mode, n'importe quel supplément et n'importe quel scénario en solo. Voilà, et il y en a un bon paquet, là je vous en ai montré 4, mais il y en a beaucoup de suppléments. Moi j'en ai 6 ou 7 à la maison, et je crois que j'ai pas toutes les publications en français, j'ai pas tout suivi, je vous avouerai. Voilà, j'ai pris un peu mes chouchous, mes préférés en termes d'histoire et de campagne. Alors, à mon sens, c'est le point central du jeu. Alors, pas du tout, Wag, pas du tout, tu te méprends complètement, puisque ce n'est pas le point central de Frostgrave. Autant Ranger, c'est le point central, c'est le jeu est fait pour être joué en mode solo ou en coop. Frostgrave, non, le point de départ, ce n'est pas le mode solo. Le mode solo est arrivé après, puisque, et c'est Joseph McCulloch qui le dit, c'est que il a kiffé écrire Frostgrave, il a kiffé écrire son jeu de règles, mais il voulait aussi pouvoir jouer seul à la maison. C'est pour ça qu'il a développé Ténèbres Hostiles, et en fait c'est Ténèbres Hostiles qui lui a ouvert l'idée sur Ranger Shadow of Deep. Voilà, mais au départ, non, c'est pas fait pour être joué en mode solo, c'est vraiment un jeu en magicien. Il le dit lui-même, McCulloch, c'est qu'il est un fan de Mordheim au départ. Donc dans son esprit, quand il a créé Frostgrave, c'était pas pour faire du mode solo. Il est venu l'ajouter, et il l'a très bien ajouté, c'est un excellent mode de jeu. Là-dessus, moi, si vous voulez le tester, je vous le recommande. Même si ma préférence, si vous voulez faire du mode solo, c'est Ranger, puisque Ranger a été vraiment écrit autour de ça. Maintenant, Frostgrave, vous pouvez vous faire des gros kiffs en mode solo et en mode coop. Vraiment, il est très cool pour ça. Voilà pour les suppléments. Je voulais vous montrer un dernier point, et je me rends compte que je ne l'ai pas mis. Ouh, je suis un vilain. Je suis un vilain, je suis un vilain. Eh ben sinon, je suis un vilain. J'ai oublié de mettre un exemple de scénario comme je l'avais prévu, parce que les scénarios, c'est quand même important dans un jeu de figurines, comment on joue, comment on perd. Les scénarios sont très simples, hein. Ils vont vous dire combien il doit y avoir d'éléments sur la table, donc en pion trésor, éventuellement en monstre, et éventuellement quelques règles spéciales, mais ce sont des petits encarts, hein. C'est des encarts qui font une demi-page. Donc vraiment, ça va assez vite à lire. Du coup, vous avez tout de suite la mise en place, les déploiements, tout ça dans une demi-page. Donc pour vous dire la simplicité aussi de mise en place du jeu. Il y a des scénarios dans les suppléments qui peuvent être un peu plus compliqués, mais quand on va chercher un supplément, on veut mener une campagne narrative, donc on va aussi chercher ce petit truc en plus. Là, dans le livre de base, ça va assez vite. D'ailleurs, dans le livre, il vous recommande le nombre de décors à mettre en fonction du nombre de joueurs. Il n'en faut pas une tonne, hein. Les tables, c'est du 90 par 90, et il vous faut 6 à 7 décors sur du 90 par 90. En V2, c'est bien. On aurait été en V1, je vous aurais dit mettez en plus, parce que les archers pouvaient être un peu balèzes certaines fois. Mais là, en V2, 6 ou 7 décors, c'est très bien. Et c'est du décor assez classique, comme on peut trouver en impression 3D ou en MDF, pour pas trop cher, voire même en carton, comme ça existe chez Battle System. Donc voilà, même si vous avez une table à la maison d'Heroic Fantasy, vous avez très vite vos décors, sans trop de problème. Et c'est du 90 par 90, donc ça tient sur la table du salon. Donc voilà, donc non, mais je voulais vous montrer, j'ai oublié de mettre ma photo avec mon scénario en exemple, je suis désolé, mais vous verrez, voilà, c'est une demi-page, ça nous change de Game Workshop qui peut avoir des scénarios, même les scénarios du White Dwarf qui font une page à 4. Là non, c'est une demi-page à 4, et vous avez tout dedans, donc ça va assez vite à comprendre et à déployer. Je peux même vous dire, alors si je parle de la V1, donc en V2, ça fait longtemps que je peux jouer à la V2, mais la V1 m'avait marqué pour ça. On pouvait vraiment sans trop de soucis se faire 2 parties dans la soirée. C'est-à-dire qu'on attaquait nous sur les coups de 19h, on finissait à aller quoi,
19h, on finissait sur les coups de minuit, sachant que bon, on discutait, on mangeait, et on faisait 2 games dans la soirée. Donc pour vous dire à quel point c'est rapide et simple à mettre en place et à jouer. Donc même en solo, vous pouvez vous faire votre petite heure et demie de jeu tranquillement, sans trop de soucis, à la maison. Voilà ce que je pouvais dire sur Frostgrave. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions sur le jeu, des interrogations, des oublis éventuels. Parce que bon, Wag m'a fait une remarque, même si je suis pas d'accord, c'est une remarque pertinente, parce que ça peut donner un autre éclairage et un autre avis sur le jeu. Donc n'hésitez pas dans le chat à me dire votre avis sur Frostgrave, est-ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà testé déjà, si vous, ça vous donne envie de le tester, et qu'est-ce qui vous ferait kiffer éventuellement basculer sur ce jeu. Je connais un collègue que je vais saluer ici, Black Nounours, qui est un amateur de jeux, notamment d'escarmouche, c'est un joueur Warcry, qui a craqué pour Ranger Shadow Deep il y a très peu de temps. Et je pense que c'est un jeu, Frostgrave, qui lui plairait, pour jouer avec ses figurines Warcry, bien sûr, mais qui pourrait lui plaire. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voyez quelque chose à me faire remonter sur le jeu. Alors, combien de figurines pour faire une boîte de démarrage, tu dirais? Alors, très sincèrement, tu ne peux pas jouer plus de 10 figurines sur la table. Donc ton sorcier, son apprenti, et ses 8 suivants. Donc 10 figurines d'Heroic Fantasy, tout bonnement. Ta boîte de démarrage, c'est 10 figurines. Il te faut un mec qui ressent qu'il y a une tronche de magicien, et encore. Ça, c'est le point que j'ai oublié d'aborder, c'est vrai. Pas mal de suppléments apportent de nouveaux suivants, que ce soit classiques ou spécialisés, de soldats classiques ou spécialisés, de nouvelles écoles de magie, mais aussi de nouveaux équipements. Donc là aussi, si vous voulez customiser votre sorcier, ou même avoir un sorcier qui n'est pas du livre de base, les suppléments, pas mal de suppléments, même la quasi-totalité des suppléments apportent de nouvelles écoles de magie et de nouveaux suivants. Donc là-dessus, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est 8 figurines. Donc vous pouvez y aller, vous prenez euh, des, après, allez, je vais être un peu plus large même que 8 figurines, 20 figurines si vous comptez quelques monstres. Quelques figurines qui ont des têtes de monstres, genre du gobelin, de l'araignée ou des trucs comme ça. Euh, voilà, sachant que ils proposent des boîtes North Star Miniature. Je pense à eux en premier, là, si vraiment vous dites je veux des figurines dédiées, tout ça, tout ça. North Star Miniature. Ils ont des boîtes entre 15 et 20 balles, une pour les sorciers et leurs apprentis, ce qui vous permet de faire quand même un bon paquet de sorciers. Donc si vous y mettez à plusieurs, si vous dites on se lance dans le jeu, on prend une boîte de sorciers, vous partagez la boîte, je crois que vous pouvez monter 8 sorciers et apprentis, donc je sais ça, il y a 16 de mémoire, il y a 16 figurines dans la boîte, et ça vous fait, voilà, ça vous fait 8 sorciers, 8 apprentis pour votre truc, donc ça fait, je crois que la boîte est à 20 balles, donc si vous y mettez à 3, 4, 5 pour faire votre campagne, ça vous reviendra pas très cher. Et les boîtes de soldats, donc il y a plusieurs boîtes de soldats disponibles, c'est 20 € et vous avez 20 figurines. 20 figurines, donc c'est-à-dire l'équivalent de 2 bandes. Donc là aussi, 20 figurines avec pas mal de matos pour faire des personnages spécialisés. Donc voilà, donc 10 figurines pour faire votre bande. Allez, prévoyez 5-6 pour faire les monstres. Si vraiment vous voulez aller sur certaines campagnes un peu plus spéciales, tout ça, il vous faudra peut-être racheter d'autres monstres. Et même là, la liche, vous avez un squelette un peu sorcier de Feu Battle ou de Mordaï, ou même un héros d'AOS. Je pense des héros de l'Hadès, ça fait une très bonne liche. Voilà, mais voilà, il vous faut aller 10 figurines pour votre bande, 4-5 figurines qui feront de bons monstres, et puis c'est banco, ça roule quoi, en termes de jeu. En termes de jeu. D'ailleurs, élément auquel j'ai pas pensé, j'y pense en vous parlant des figurines, euh, votre sorcier peut avoir un repère. Je vous en dis pas plus, parce que les repères aussi, il y en a dans certains suppléments, mais dans le livre de base, il y en a quand même déjà 6. Et ça apporte des bonus en jeu, et c'est assez rigolo de pouvoir dire que votre magicien, en dehors de ses pérégrinations dans la ville, il a son repère, sa tour de magicien en mode excellent. Bon, il y a aussi l'accès à l'auberge, mais bon, c'est autre chose ça. Euh, alors, Iron T-Rex qui nous dit cool ça, comme je cherche toujours un moyen de faire démarrer le wargame à des potes, toute option est bonne à prendre. Ah, mais là, Loulou, si tu veux, toi en plus qui a pas mal de figurines chez toi, franchement, sans trop forcer, allez, allez, soyons un peu foufou, tu prends ton Conquest, je sais que t'as du nord de chez toi,
t'as du Wadrun, donc un chemin de Wadrun du domaine de la bête, parce que oui, il y a un truc un peu bestial dans le jeu, dans un supplément, tu peux jouer un animaliste. Donc au Wadrun, tu prends tes nords pour faire un sorcier autre, voilà, genre élémentariste par exemple, et t'as ta bande, hein, ça va vite. Hein. Tu prends les mecs torse-poil, c'est les barbares. Les mecs avec un bouclier, c'est des hommes d'armes, ou des chevaliers s'ils sont très armurés. Enfin, tu vois, tu peux aller assez vite et assez simplement sur ce qu'il te faut, sachant que bah, c'est de l'Heroic Fantasy, donc t'as toujours, toi avec les Nantes, je crois que t'as des loups-garous et des trolls, donc parfait, t'as tes monstres. Bah, tu vois, en 5 minutes, t'as tes bandes qu'il te faut, tu peux jouer. Donc ton starter pack, c'est, voilà, je te dis, si tu veux faire initier des potes, vraiment tu te dis, c'est moi qui vais avec mon bouquin, j'initie mes copains. Tu vas prendre tes deux bandes de tes deux factions que tu as à la maison, tes quelques monstres, et c'est dans la même marque Parabellum, voilà, t'as ce qu'il te faut. C'est un exemple que je donne, mais ça marche aussi à AOS, hein, c'est juste que Antique, je sais ce qu'il a en Conquest, d'où cette précision-là. Donc non, non, vous voyez, voilà, 5 minutes, je vous ai fait de quoi initier des potes et avoir deux bandes. Wally Walou. Donc si vous avez d'autres questions, là je vais passer à la suite, mais si vous avez d'autres questions sur Frostgrave, n'hésitez pas, alors que ce soit sur le chat ici, en commentaire sur la rediff YouTube, ou même sur le Discord entre jeux studio. Faites-vous plaisir, envoyez-moi un message dans la section Wargame, je serai très content de vous en parler et de vous répondre sur le sujet, parce que Frostgrave fait partie de mes jeux préférés. De toute façon, les jeux de Joseph McCulloch en général sont mes préférés. Voilà. Alors, ils ont sorti une version SF Cyberpunk, me dit WAG. Tout à fait, oui. Alors, il n'y a pas que une version SF Cyberpunk, puisque tu as une version, donc tu as Frostgrave, donc la première version, le grand frère d'un peu tout le monde. Tu as Frostgrave Ghost Archipelago, qui est hélas qu'en anglais, qui est une version pirate, tout simplement. C'est des pirates, là vous incarnez un capitaine pirate, qui a des pouvoirs spéciaux, parce que c'est un héritier, donc un descendant des gens qui ont découvert le nouveau monde, qui ont bu dans la fontaine de jouvence et qui du coup ont des super pouvoirs. Et donc, et son équipage. On a Ranger Shadow Deep, donc qui est la version qui se joue qu'en solo ou coop, et où là vous incarnez un Ranger du Roi. Et on a effectivement Stargrave, la version science-fiction, où vous incarnez un capitaine pirate, corsaire, contrebandier, rock trader, rayé les mentions inutiles, et ces hommes, ces hommes d'équipage, hein, puisque vous n'avez pas un apprenti, là vous avez votre quartier-maître qui est avec vous, et toute son équipe de forbans, voilà. Stargrave qui est très très bon, parce que du coup il y a vraiment cet aspect science-fiction, mais vous pouvez donner une saveur très piraterie, mercenaire, voilà. Et pareil, vous êtes joueur de Warhammer 40 000, vous pouvez y aller franco. Même les Space Marines, en vrai, ça passe, parce qu'il y a des règles pour les armures lourdes avec cellules d'énergie. C'est pas une armure énergétique chez moi. Hein. Donc non, non, la version... alors par contre, Stargrave n'est pour l'instant malheureusement qu'en anglais, même si je suis pas un grand familier de l'anglais, je m'y astreins parce que le jeu est très très bon, Stargrave. Très sympa. En plus, Stargrave, c'est vraiment le dernier né de la famille Frostgrave. Finalement, je vais résumer ça par la famille Frostgrave, puisque juste avant, il y a un peu concomitamment, il y a eu Silver Bayonet qui a quelques différences. C'est lui qui se passe pendant les guerres napoléoniennes, où vous incarnez des chasseurs de monstres, des armées en guerre pendant la guerre napoléonienne. Mais Stargrave est vraiment le dernier né, et on voit là, vraiment l'aboutissement des règles du travail. La personnalisation est un peu différente, puisque là, vous choisissez un archétype de capitaine qui va du vétéran de l'armée de l'US Army, hein, clairement c'est un peu ça, c'est le vétéran de l'US Army, au chevalier Jedi, hein, dans les archétypes, c'est un peu ça l'ambiance. Donc là aussi vous avez de quoi vous faire plaisir en termes de customisation, d'équipage et de perso. Donc voilà, donc effectivement voilà, il y a une version SF Stargrave qui est très très chouette, et si vous jouez à Frostgrave et que vous décidez d'aller sur Stargrave, à part quelques changements et quelques subtilités, vous ne serez pas dépaysé, puisque le corpus de règles reste relativement le même, ou en tout cas très proche, donc vous ne serez pas perdu. Je suis pas très bon en anglais, pourtant je m'y suis retrouvé parce que je connaissais bien Frostgrave. Donc j'espère avoir répondu correctement à ta question, WAG, concernant Stargrave. Comme je vous disais d'ailleurs, vous n'hésitez pas à poser vos questions ici sur le chat, sur les commentaires si vous êtes sur la rediff, ou sur Discord, ça me fera très plaisir de vous répondre sur le sujet. Passons à la suite, puisque nous avons fini notre long format, et comme assez souvent, il y a
le en bref. Le en bref, c'est un peu toutes les annonces news que j'ai pas pu caser, en tout cas dans le grand fil rouge de mon émission, mais dont je me suis dit ce serait quand même important de vous parler pour que vous ayez toute la vision des news Wargame de ce mois-ci. Et ce en bref, bah, c'est Games qui nous l'apporte, encore une fois, tac, avec des news sur Légion Imperialis. Ceux qui suivent un peu la chaîne depuis longtemps savent que Légion Imperialis, c'est un format que j'aime bien. Je n'y joue pas. J'ai le bouquin de règles, mais je n'y joue pas. Pourquoi? Faute de temps, à un moment donné, il faut choisir ses jeux. Maintenant, le 8-10 mm, c'est un format que j'aime beaucoup, parce que ça permet de faire des grosses batailles avec des petites figurines, ça je trouve ça trop rigolo. Et j'aime bien peindre le 10 mm, hein, je suis maso, moi j'aime bien peindre ça. Voilà, donc on a eu des news avec des nouveaux Le Ruff et des nouveaux chars Space Marines, puisque bien sûr ça se passe dans l'époque de l'Horus Hérésie, également Légion Imperialis. Donc voilà, donc on a ces chars de la Solar Auxilia et des Space Marines de Légion. Qui sont très chouettes d'ailleurs, hein, les petits Le Ruff avec le Vanquisher, le Demolisher et tout ça, et on a des Land Riders, et le dernier, je ne sais plus ce que c'est, je sais pas du son petit nom, mais c'est les ancêtres des Predators. Les Spartans, voilà, c'est les Spartans. Qu'est-ce que me dit Ouais, qui nous dit la plupart des autres des acheteurs doivent jouer les autres versions d'Epic, je pense. Sans doute, sans doute, sans doute. Maintenant, là, je vais vraiment jouer à la Légion Imperialis. Même si les autres versions d'Epic m'attirent, hein, j'ai une armée de sœurs de bataille épique. Hein, maintenant, je l'ai jamais sortie, elle a jamais été peinte, elle a jamais été sortie parce que faute de temps de trouver des joueurs, hein, tout ça, et toujours pareil, le même problème, c'est de trouver des joueurs qui sont pas trop loin de chez toi. Hein, s'ils sont à Perpète les Alouettes, c'est toujours un peu délicat et un peu compliqué. En tout cas dans mon cas. Donc voilà. Mais non, non, Légion Paris, j'aime beaucoup l'échelle et je trouve que voilà. Même Epic, hein, moi Epic, Armageddon et Net Epic, ils ont fait la communauté ont fait un super boulot. Donc si ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a une chaîne YouTube Net Epic, je crois qu'il y en a une autre Epic Armageddon, ils ont des Discord, les communautés sont super gentilles, super cool, donc n'hésitez pas, si les figurines Légion Impérialiste vous intéressent, mais que vous cherchez un truc un peu établi, vous les trouverez à ce niveau-là, et vous trouverez sans problème des copains de jeu. Ce que je pouvais dire pour les news Légion Impérialiste, donc qui sont assez légères, hein, voilà. Maintenant, on a un autre truc qui va faire plaisir à plus d'un, c'est le retour de Necromunda. En tout cas, une V2 du jeu Necromunda. Necromunda aussi que j'ai beaucoup poncé à une époque, lors de la sortie de la V1. Je crois que j'avais quasiment toutes les bandes à l'époque, donc des 5 maisons principales. Et donc on a une nouvelle boîte de démarrage, quand même assez bien fournie, puisqu'on a 2 bandes et on a un plateau de jeu avec quelques décors. Bon, ça va être vite léger, hein. Vous verrez que sur Necromunda, il vaut mieux avoir quelques plateformes et quelques murs en plus, que sinon vous allez être vite limité, ça va être vite le tir au pigeon. Surtout on a de nouvelles figurines. Alors on a l'arrivée des Strigg, donc les espèces de nobles, des maisons nobles d'Armageddon de Necromunda, pardon, qui s'ennuient, qui décident de descendre dans les bas-fonds pour aller s'amuser à aller taper comment dire, des gangers, quoi. Ils vont faire de l'ubasson de rue, sauf que eux ils ont des armures pimpées qui valent une blinde. On a également les nouveaux Vansar, nouvelles figurines Vansar, qui sont très très chouettes avec de nouveaux équipements. Les Vansar qui sont la maison avec les gangers qui sont le plus technologisés, parce que c'est eux qui ont le plus de techno et qui en revendent beaucoup aux maisons nobles de Necromunda. Donc nouvelles figurines, voilà, qui sont assez chouettes. J'aime beaucoup le Medic et le Snipe Vansar, ils sont assez cool. Le Medic surtout, j'aime beaucoup sa dégaine. On se demande s'il va vraiment te soigner ou s'il va faire muse avec toi. Donc nouvelle figurine Vansar, donc on sait que dans le bouquin quand il va sortir, il y aura des nouveaux kits. Sachant que ces Vansar, je trouve qu'au niveau de leur design, ça ferait de très très bons troupes de choc de la garde impériale. Si jamais vous vous dites, bah, tiens, j'hésite, tout ça, non, il ferait de très bons troupes de choc. Pas forcément des Casacrines, mais des bons Tempestus Sion, avec le côté technologie, tout ça. Si vous jouez une armée de garde impériale affiliée un peu au Mechanicum, il y a moyen de se faire plaisir avec ça. Mais surtout, ça nous fait apparaître de nouveau Genestealer. Et oui, parce que dans les bas-fonds de Necromunda, il y a des cultes Genestealer. Et donc on a des nouveaux Genestealer dans cette boîte. Donc j'aime beaucoup la dégaine.
ils font beaucoup plus humains que les Genestealers classiques que l'on connaît, avec ce côté justement, on sent que c'est de l'hybridation, tout ça, et que les Genestealers, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le lore de 40K, les Genestealers en fait sont la première vrille d'une flotte ruche qui va s'implanter et ils vont s'hybrider avec la population locale afin de créer des cultes qui vont déstabiliser la planète et faciliter l'arrivée des Tyranides pour l'assimilation de la biomasse. Et là, on sent que c'est l'hybridation, c'est la dernière génération de Genestealers, donc les gènes Tyranides ont pris le pas sur les gènes humains, mais encore quelques aspects un peu humanoïdes. Et j'adore les figurines, ils sont très très cool et très très classe. Et surtout, on a de nouveaux cultes Genestealers qui, pour ceux qui jouent l'armée à 40K, vont vraiment pas jurer ou être dépaysés dans une armée de Warhammer 40 000. Donc ça fait des nouvelles dégaines et des nouvelles unités pour vos cultes Genestealers, sachant que déjà, le mois précédent, on a vu la Kill Team avec justement des Brotherhood, c'est ça? Brotherhood, c'est ça, justement les gardes impériaux corrompus par les cultes Genestealers. Donc là, ça peut rajouter encore du cachet à votre armée de cultes Genestealers avec des nouvelles figurines, un peu typées, un peu voilà, des gangers qui auraient rejoint la cause des ouvriers manipulés par le culte Genestealer pour lancer la grande révolution. Je trouve les figurines assez chouettes et assez cool pour apporter un peu de renouveau là-dedans. Euh, voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bref, hein, donc avec notamment cette sortie Necromunda qui était un peu inattendue, mais qui reste néanmoins assez cool parce que il y avait eu beaucoup de suppléments, beaucoup de choses qui étaient sorties. Alors c'est majoritairement en anglais, Necromunda, Games n'a pas traduit les règles, comme assez souvent dans ces jeux un peu on va dire spécialistes. Mais là du coup voilà, on a quand même des jeux de figurines et pour les amateurs de Necromunda, je pense que ça leur fera du bien d'avoir tout centralisé dans un bouquin et de plus avoir qu'une bibliothèque à transporter à chaque fois qu'ils veulent faire une game. Parce que là, entre les véhicules et tout ça, ça commençait à faire beaucoup, beaucoup de matos à transporter. Hop, hop là, hop là, hop là. Voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur l'ensemble de ces news qui ont eu lieu ce mois-ci autour du Wargame. Donc quand même pas mal d'annonces autour chez Games, avec les annonces du week-end dernier sur 40K AOS notamment. Bon, on voit que les jeux spécialistes sont pas laissés en reste, et ça c'est cool quand même, parce que certains avaient peur que Games lâche l'affaire sur les jeux spécialistes, et non, non. Non, il y a un suivi, avec des nouvelles entrées, des nouvelles figurines. On voit que Necromunda a quand même une V2, parce que c'est le premier ressorti de la gamme spécialiste chez Games, et il a une V2 maintenant. Alors ça fait quand même bon moment qu'il est sorti, que la V1 est sortie, ça fait bello 7 ans, 8 ans. Si je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc là, il y a une V2 qui arrive, donc ça veut dire qu'il y a un suivi, pas juste figurinistique, avec des sorties sans arrêt, non, non, il y a aussi un suivi de règles, tout ça. Et c'est assez cool, ça veut dire que les joueurs sont pas laissés à l'abandon et vous pouvez finalement vous lancer dans le jeu sans trop de problèmes, vous y trouverez votre compte et vous aurez un suivi de l'éditeur. Alors, suivi avec une trad, tu en demandes beaucoup, Wag, tu en demandes beaucoup. Après, je suis d'accord avec toi. Necromunda, quand c'est sorti en V1, c'était traduit. C'était traduit et ça laissait de l'espoir à beaucoup de joueurs qui se disaient comme moi, cool, on a une trad, on va pouvoir se faire plaisir. On n'a plus de trad. On n'a plus de trad sur les jeux impérialistes, on n'a pas de trad. On a une trad, si on a une trad pour. Je suis méchant, je suis mauvaise langue, on a une trad pour Horus Hérésie. Mais c'est vrai que pour Necromunda, on n'a plus de trad et c'est un peu. J'allais dire désespérant, non, c'est pas le terme, mais c'est relou parce que si t'es comme. Enfin, je pense qu'on est nombreux à pas forcément être en angliciste ou anglophone. On se débrouille avec l'anglais, souvent dans un cadre professionnel, ou tout du moins on arrive à se dépatouiller pour s'en servir un peu dans le quotidien, mais c'est pas le gros de notre vie. On n'est pas des consommateurs d'anglais au quotidien, en tout cas au point d'être bilingue, et c'est qu'un bouquin de règles de figurines en anglais, parfois ça peut être déroutant parce qu'il y a certains thèmes qui peuvent surprendre. Melta, par exemple le terme Melta, c'est le terme pour fusion, mais au sens fuseur, fusion, mais fusion de l'acier. C'est pas le même, c'est le mot fusion en français, on va l'utiliser pour plusieurs sens. En anglais, il y en a plusieurs des mots pour la fusion. Donc voilà, Melta, bon, si on ne le sait pas, on ne sait pas ce que c'est, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est des termes comme ça qui peuvent être déroutants, et je trouve ça dommage que Games ne le rende pas plus accessible.
À voir si dans un futur ils se décident à traduire les jeux, bon, on verra bien. Mais c'est vrai qu'en France, notamment, c'est un frein pour souvent convertir des gens, le fait qu'un jeu soit en anglais. Moins maintenant, mais à une époque ça l'était beaucoup plus. Mais bon, c'est vrai que quand t'as plusieurs jeux à jouer, mais que t'en as un où t'as pas besoin de te crever les neurones et de réfléchir à tes cours d'anglais pour pouvoir le lire, tu vas favoriser celui-là bien évidemment. C'est normal, parce que bah, tout le monde a sa journée de boulot, tout ça. À la fin des fins, quand tu as envie de potasser ton livre d'oreille pour faire ta nouvelle liste d'armées ou ta nouvelle bande, tu prends celui qui est en français parce que c'est celui où tu seras le plus reposé pour le potasser, quoi. Et on salue Alpha qui gueule interprète. Oui, effectivement, oui, oui, interprète games, s'il vous plaît, sortez les interprètes qu'on puisse jouer au jeu sans se crever des neurones. Mais d'ailleurs, en plus, truc couillon, mais moi, qui maintenant pris un peu ce pli de lire des trucs en anglais, des fois parce que le temps d'attendre la trad, des fois c'est plus vite fait de les lire en anglais, mais je m'en mêle les pinceaux sur certaines règles ou certaines choses comme ça, parce que bah, j'ai pas certaines subtilités de la langue de Shakespeare, tout simplement parce que je suis pas anglophone, j'ai une utilisation très limitée de l'anglais au quotidien, puisque même dans mon travail, l'anglais me passe mille fois au-dessus, puisque je ne travaille qu'avec finalement des gens en France directement, donc je parle rarement anglais avec eux. Et finalement, l'anglais, j'utilise que dans le cadre du wargame et avec des potes, mais sur des termes précis, à la fin, ou quand je lis un bouquin de règles. Donc à la fin des fins, je me sers de Google Traduction, quand vraiment je m'en sors plus. Mais ça peut être saoulant, et du coup, des fois, tu t'en mêles les pinceaux sur une règle. Donc interprète, oui, je partage l'avis d'Alpha. Il faut des traducteurs, et puis on a plein de traducteurs géniaux en France qui font du super boulot si on leur demande. Donc Games, allez-y, on sera ravis d'avoir des bouquins traduits. Alors, comme d'habitude, on arrive à la fin de cette émission. Je pense qu'on va pouvoir entamer notre conclusion. Enfin, conclusion qui va être assez rapide, puisque je crois que je l'ai un peu fait déjà, mais on a eu beaucoup de news games là récemment. Même avec la sortie du Codex SMC, j'ai eu un espoir avec l'index Imperial Children qui a été un peu une déception pour moi, parce que c'est juste les règles des Noise Marines et de Lucius l'Éternel, et on n'a pas un petit truc en plus de règles d'armée pour un détachement vraiment, ce soit quoi j'espère, un détachement Imperial Children. C'est ma petite déception. Maintenant, voilà, on a eu beaucoup de news, à voir ce qui nous réserve après l'été, parce que finalement, là, on sait ce qu'il va y avoir vers fin juin, début juillet avec la sortie de la V4. On sait que les codex Occult Genie Stealer et Sœurs de Bataille vont arriver courant août, avec leur boîte spéciale et leur codex et leurs nouvelles figurines. Maintenant, à voir les prochaines sorties. Je pense qu'on n'en saura pas plus avant juillet, parce qu'ils vont tout mettre le paquet jusqu'au début juillet sur la V4 d'AOS, qui sera une grosse sortie majeure. Euh, je- Conquest qui, bah, pareil, là, en un mois, font l'annonce de 3 nouvelles figurines en précommande. Donc, qui montre quand même que les développeurs sont au taquet. On sait grosso modo que les annonces que on a fait lors de la dernière émission, c'était arrive là jusqu'en septembre, et on sait que on a des sorties fin juin, là, ce que je vous ai montré, les Léonines, c'est fin juin, de ce que j'avais pu voir à droite à gauche. Et on devrait avoir des Dwegom fin août et d'autres trucs en septembre. Mais aussi, courant de cette période-là, on devrait avoir quelques surprises et quelques annonces autres pour d'autres sorties jusqu'à la fin de l'année. Il semblerait que dans les rumeurs aussi, il y aurait une nouvelle armée en préparation pour la fin de l'année. Donc à voir ce qu'ils annoncent. Mais voilà, là aussi, pas mal d'annonces et pas mal de suivi. Je me répète sans doute, oui, vous l'aurez compris, que Conquest est un jeu que j'adore et qui vraiment a le vent en poupe et qui pour moi vaut qu'on s'y penche dessus, quoi. Qu'on s'y penche dessus en tant que vieux joueur Battle, ayant commencé par Battle et en ayant joué pendant pas mal d'années, j'y retrouve les sensations de quand j'étais gamin, vraiment. Donc c'est cool de voir que l'éditeur derrière il suit, il encaisse en termes de création et de sortie de contenu pour la marque sans nous noyer. Games, c'est un peu le reproche que je peux faire des fois à Games, c'est que des fois ils ont tendance à nous noyer d'annonces et de nouveautés. Donc ouais, c'est pas le cas, c'est un peu plus au fil de l'eau, ce qui permet quand même de suivre, surtout si on a plusieurs armées.
Donc voilà, non c'est cool. Après, je n'ai pas la pierre à Games, c'est son modèle économique, voilà. Et puis après tout, on a aussi signé, on savait à quoi s'attendre. Euh, voilà, on savait à quoi s'attendre avec Games, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Voilà, la V4 fait du bien, parce que la V3, moi, je vous avouerai que ça faisait un moment que j'avais plus touché à la V3 d'AOS, parce que je ne trouvais plus mon compte. Je tournais un peu en rond dessus, je trouvais plus mon compte, donc la V4 fait du bien à voir ce qu'ils vont faire avec les différentes factions. Je parle du Stormcast, d'ailleurs, dans le cadre du projet de Clément. Euh, je pense que vous verrez mes Stormcast maudits sans doute sur la chaîne, en tout cas je l'espère, sur un rapport de bataille. Et puis du 40K, je pense qu'il y a du 40K qui va pas trop tarder à arriver sur la chaîne, de mémoire, je vous dis ça de mémoire, mais oui, c'est dans les tuyaux et ça avance bien. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire ce mois-ci sur les news Wargame, enfin, du monde du Wargame. Je vais finir comme d'habitude par un mot de la fin, et habituellement j'en ai un de près à l'avance d'une émission. Là, je vous avouerai que ce soir, je sèche. Je sèche sur mon mot de la fin. Pourquoi? Parce qu'on a eu pas mal de choses. Euh, mais, euh, mais je sais pas, j'ai du mal à choisir, à me décider sur un mot de la fin. Un mot de la fin. Donc, plutôt que vous teaser une future émission ou un délire de figuriniste, je vais juste. Mon mot de la fin, ce sera que vos dés vous fassent des 6 ou des 1 si vous jouez à Conquest. Et c'est peut-être la meilleure chose que je peux vous souhaiter pour ce nouveau mois de Wargame et même vos week-ends de jeu. Ça sonne donc la fin de cette émission. Je vous fais à tous des gros bisous. Bah, on va innover, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine et au plaisir dans un mois pour une nouvelle émission. Ciao ciao.